Je suis tombée dans l'emprise de l'islamisme suite à un mariage qui m'a été imposé avec un salafiste. À partir de là, ça a été comme un piège qui s'est refermé sur moi. Ce jour-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, je suis foutue, ça y est. Et c'est parce que cet homme-là, maintenant, il m'a dit, ta vie ne sera plus jamais la même. Qu'il fallait vivre comme à l'époque du prophète, c'est-à-dire ne pas écouter de musique, ne pas regarder la télé, ne pas parler français à la maison, interdiction de faire des photos, interdiction de fêter Noël, interdiction de faire du sport ou même de sortir seul du foyer. Bah oui, c'était un grand jour parce que on a célébré Ben Laden, on voyait Ben Laden comme un héros. Bien sûr. Parce que les mécréants, ce jour-là, ils ont été attaqués, vaincus. Leur monument, le symbole de leur puissance a été complètement détruit. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mensonges. Par exemple, mon ex-mari profitait du système français. Il demandait des aides et il travaillait au noir. Il allait travailler au noir pour gagner de l'argent, mais d'un autre côté, il allait demander toutes les aides possibles chez des assistantes sociales, à la CAF. Et il m'a dit, je vais vous prouver que je suis vraiment le vrai Tariq Ramadan. Et là, j'étais stupéfaite. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment, quelque part, c'était mon idole. C'était mon guide spirituel. C'était pour moi le modèle que je devais suivre. Et malheureusement pour moi, mon rêve s'est transformé en cauchemar, puisque cette nuit-là, ça a été la pire nuit de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir et il m'a fait subir un viol, en fait. Que je suis retombée de haut, quoi. Je ne m'y attendais pas, en fait. Vous n'êtes pas encore toxi-addict? Eh bien, abonnez-vous et aimez Toxin. Toxinophile, toxinolâtre, toxinologue et autres. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir quelqu'un qui a un itinéraire, exemplaire. Oui, exemplaire par rapport à ce qui se passe chez nous, en France, en Europe, ailleurs, des deux côtés de la Méditerranée. Et ce que j'appelle l'itinéraire d'une femme libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres, les hommes et les femmes libres, et ça existe depuis des millénaires, ce sont ceux qui se sont débarrassés à un moment donné des buissons de la nécessité pour passer au vert paradis de la diversité, au bon sens du terme. Alors c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est Enda Ayari qui est avec nous. Bonjour Enda Ayari. Bonjour André. Enda Ayari, pourquoi je dis que c'est exemplaire? Parce que vous avez eu un parcours à la fois extrêmement courageux, qui n'est pas facile, et surtout, vous êtes sorti de votre zone, non pas de confort, mais d'inconfort. Mais il y a des tas de gens, malheureusement, d'hommes, de femmes et autres, qui se disent, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas changer, on le connaît, hein. On est tous un peu comme ça, quelque part, oui, mais je peux rien faire, c'est comme ça, oui, ça va pas. Tandis que vous, et beaucoup d'autres, et heureusement, et c'est ceux-là qui font les choses, disent oui, d'accord, ça va pas, mais je vais changer. Ah oui, mais c'est difficile. Ah bah oui, c'est difficile, mais je vais essayer de changer quand même. Et vous y arrivez. Alors, Enda Ayari, je rappelle que vous êtes né à Rouen, c'est ça. Je ne dirai pas la date, hein, ça se dit pas pour les femmes, ou ça vous gêne ou pas? Ça me dérange pas du tout. Alors, vous êtes né en décembre 1976. Vous êtes normande. Je suis née dans le 76. Vous êtes née dans le... Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il vous fait toujours plaisir de revoir votre Normandie. Vous savez, elle peut le dire, j'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Et en revanche, votre père et votre mère n'étaient pas normands, vraiment. Non, pas vraiment. Alors, racontez-nous, votre père faisait quoi, était qui, et votre mère aussi? Alors, ma mère est d'origine tunisienne et mon père est d'origine algérienne. D'accord. Voilà, donc moi je suis... Donc maghrébine de chez maghrébine. Voilà, donc je suis issue d'un, je peux dire un mariage mixte, puisque ils ne sont pas de la même origine, mais quelque part c'est un peu pareil. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ils étaient tous les deux en France Alors non, en fait, mon père, lui, vient d'Algérie, et puis il était ce qu'on appelle harki. Il a combattu aux côtés de l'armée française, il a choisi la France.
Et c'est comme ça qu'il a finalement choisi de... Il a quitté le monde de l'indépendance. Exactement, il a choisi de s'installer en France. Et puis après ça, il a rencontré mon oncle, donc dans un foyer de travailleurs immigrés. Il a aidé mon oncle à trouver un travail en Normandie. Et mon oncle lui a promis sa sœur en mariage. D'accord. Donc en 75, mon oncle... Le frère de votre mère. Exactement. Mon oncle a emmené mon père en Tunisie en 1975 pour lui présenter sa sœur. Ma mère n'était absolument pas d'accord. Elle ne voulait pas, mais elle a été mariée de force. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un mariage forcé. Voilà, elle a été mariée de force. Ça se faisait beaucoup à l'époque. C'était quelque chose de normal. Ça se faisait, c'était une tradition dans la culture. Dans beaucoup de cultures, les mariages arrangés, c'était la normalité. Et donc, ma mère, elle a été contrainte de quitter sa Tunisie natale, puisqu'elle ne voulait pas quitter la Tunisie, mais elle a été contrainte de suivre mon père. Et moi, je suis née 9 mois plus tard, en 76, et en Normandie. Voilà. Alors, vous avez grandi à Rouen, bien sûr. Oui. Est-ce que votre père et votre mère travaillaient ou votre mère était femme au foyer? Exactement. Ma mère était femme au foyer au départ, puis mon père travaillait. Et rapidement, ils ont divorcé. Voilà, donc... Vous aviez quel âge quand ils ont divorcé? J'étais très jeune, je devais avoir 3 ans. D'accord. 3-4 ans. Et puis finalement, j'ai grandi avec ma mère. Et puis je voyais mon père pour les vacances scolaires. Mon père a refait sa vie avec une femme algérienne de la même origine que lui. Donc il a eu 5 enfants. Et puis ma mère a refait sa vie avec un homme d'origine tunisienne comme elle. Ah oui, donc chacun est retourné dans son pays. Exactement. Voilà. Donc ils ont eu des enfants chacun de leur côté. Ma mère a eu 3 enfants. Et puis donc moi, j'étais la seule issue d'un mariage mixte. Donc je l'ai senti puisque j'ai grandi au sein de ces 2 familles recomposées. Donc c'était pas simple pour moi. Alors en quoi c'était pas simple? Parce que pourquoi j'ai parlé de trajectoire assez exemplaire, c'est parce qu'effectivement c'était pas évident. Et en quoi? Non mais je veux dire, de votre enfance, vous vous en souvenez avec plutôt des regrets ou plutôt c'était vraiment difficile? Comme enfance? De tout. On a des bons et des moins bons souvenirs. Moi, j'ai grandi dans une banlieue sensible de l'agglomération rouennaise, une ville qui s'appelle Canteleu. Voilà, donc j'ai grandi avec ma mère et puis mon beau-père et puis mes deux demi-frères et ma demi-sœur. Trois demi-frères et une demi-sœur. Voilà, du côté de ma mère et puis du côté de mon père, j'allais pendant les vacances de temps en temps, j'allais chez mon père. Non, ils vivaient tous les deux à Rouen, en Normandie. Ah d'accord, les deux. Voilà, donc je me retrouvais au sein de la famille de mon père, avec les enfants de mon père et de son épouse. C'était pas simple pour moi de trouver ma place. Voilà, j'ai très jeune. Est-ce que vous étiez un peu marginalisée dans la famille? J'étais à part. On va dire que j'avais l'impression qu'il y avait quand même 2 clans. Ça, je l'ai senti surtout quand j'ai grandi. Je sentais quand même qu'il y avait 2 clans et que moi, j'avais pas vraiment ma place ni dans l'un ni dans l'autre, puisque quand je me souviens, quand j'allais chez mon père, j'entendais, en parlant de moi, j'entendais, elle est la Tunisienne. Ah et quand j'étais chez ma mère, j'entendais aussi, elle est algérienne. Et moi, je savais pas ce qui j'étais. Je savais pas si j'étais française, parce que mon père disait non, elle est française. Ma mère disait non, toi, tu es arabe, tu es musulmane. Mon père disait non, ma fille, c'est vraiment une française. Il tenait à ce que je sois française. Et ma mère a toujours refusé de demander la nationalité française par... Je ne sais pas pourquoi. Elle pensait que c'était une trahison pour la Tunisie. Oui, parce qu'elle voulait en plus rester en Tunisie. Elle voulait retourner, elle avait qu'un objectif, c'était de retourner dans son pays natal. Et donc j'ai grandi sans vraiment savoir qui j'étais, ce que j'étais, avec cette quête d'identité, Mais ça vous pose des problèmes en tant qu'enfant ou adolescent? Pas trop, mais surtout une fois que je grandissais, en fait, j'étais vraiment en manque de repères, c'est-à-dire que je savais pas vraiment où était ma place au sein des 2 familles, je savais pas quelle était mon identité, si j'étais musulmane, qu'est-ce que ça voulait dire, être arabe, qu'est-ce que ça veut dire être française, pourquoi mes 2 parents sont en conflit, parce que c'est quand même assez violent, hein. Il y a eu quand même des combats entre eux en justice pour ma garde, enfin ça a été et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi mon père était aussi attaché à ce que je sois française et aussi attaché à la France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mais par exemple, vous étiez à l'école,
C'est l'histoire de France que vous appreniez. Oui, moi j'étais passionnée. L'école, c'était vraiment l'endroit où je me sentais le plus heureuse. Finalement, je me sentais à ma place quand j'étais à l'école. Je me sentais mieux à l'école que chez moi. Parce qu'à l'école, j'avais des camarades, j'apprenais des choses. Et puis moi, j'étais une fille très curieuse. Donc, j'adorais lire. C'était ma grande passion. Donc, je lisais tout ce que je trouvais, je le lisais. Et j'adorais aussi les cours d'éducation civique. Qu'on avait à l'époque. Qui n'existe plus aujourd'hui. Exact, ça n'existe plus. D'ailleurs, j'ai été très surprise quand j'ai su que ça n'existait plus, parce que ça, c'était vraiment des cours qui m'ont beaucoup marqué, les cours d'histoire, le français. En quoi ils vous ont beaucoup marqué? Qu'est-ce que vous avez appris avec le recul? Parce qu'en fait, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que c'est cette société, en fait, ce que c'était d'être la citoyenneté, ce que c'était d'être français. J'ai eu des réponses à mes questions, et c'est vrai que l'école m'a beaucoup aidé à développer mon esprit critique aussi. Donc quelque part, je me dis que c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvée une fois que je suis tombée dans l'emprise de l'islamisme suite à un mariage qui m'a été imposé avec un salafiste. On m'a souvent posé la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été ton déclic? Et je dis que le déclic a été l'amour pour mes enfants, mais surtout aussi l'esprit critique. L'esprit critique grâce à l'école de la République qui me l'a enseigné. Non, mais il est bon que quelqu'un rappelle, et non seulement quelqu'un comme vous, mais en général, qu'on rappelle que l'école de République, ça avait beaucoup de bon, ça avait du bon, et qu'on a oublié un certain nombre de choses. Mais alors, comment c'est arrivé quand même? Je ne sais pas qu'on fait une biographie, quand même, c'est un trajectoire et c'est très important. Enda Ayari, comment vous êtes tombé, vous dites, sous l'emprise? Ça a été un mariage forcé aussi, avec ou pas? En fait, on ne va pas dire forcé ou imposé. Pour moi, c'est un peu pareil, mais je pense que c'était moins violent que ce qu'a subi ma mère, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus dur. Moi, c'était une sorte de... En fait, j'étais un peu, entre guillemets, programmée à la soumission. Déjà par l'éducation que j'ai reçue par ma mère, parce que ma mère faisait la différence entre les filles et les garçons, et ça se faisait beaucoup. C'est-à-dire que souvent, les filles, elles doivent être au service des garçons, des frères, et les garçons sont un petit peu les petits rois. Moi qui étais l'aînée, donc ça a été un peu compliqué pour moi, parce que c'est moi qui a tout pris. Nous, les sœurs, on a très tôt les responsabilités. Moi, j'étais une petite maman dès l'âge de 9 ans, à la naissance de mon petit frère. Vous occupez des petits frères. Je m'occupais comme si j'étais leur propre maman, en fait. Donc, j'ai très, très rapidement été assez mature, et puis j'ai eu un grand sens des responsabilités. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, la seule chose qu'elle prévoyait, c'était le mariage de sa fille pendant toute mon enfance. Elle me parlait de mariage. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était continuer mes études. Donc, j'essayais de lui faire comprendre l'importance de l'école. Elle, la destination, la vie, c'était, en tout cas, le mariage. C'était une manière de me sécuriser, en fait. Et alors, comment ça se fait? Vous avez rencontré quelqu'un? Ça s'est passé comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été à la fac, puisque ma mère, elle a tenté de me marier en 1997 pendant les vacances. Elle voulait pas continuer vos études? Non, elle voulait absolument me marier, parce qu'en fait, ma mère avait qu'un seul rêve, c'était de retourner dans son pays d'origine. Et elle a réussi, c'est-à-dire qu'elle s'est installée en Tunisie. Sauf que moi, j'ai choisi de rester en France. Et ça l'a vraiment perturbée, ça lui a fait beaucoup de mal. Parce qu'elle pensait que je retournerais avec elle en Tunisie, dans son pays. Je lui ai expliqué que moi, mon pays, c'était la France, et que j'avais l'intention de rester ici. Donc, ça a été très dur, parce que du coup, je me suis retrouvée toute seule ici. Je me suis inscrite à la fac, et ma mère me téléphonait très souvent en pleurs, en disant qu'en France, c'était un pays très dangereux, que je terminerais probablement à la rue ou violée, ou c'était une société extrêmement dangereuse, et qu'il fallait absolument que je retourne en Tunisie ou que je me marie. Donc je lui ai dit que je voulais ni l'un ni l'autre, que je voulais seulement continuer mes études. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1997, elle a essayé, donc je suis partie en vacances en Tunisie, elle a essayé de me marier, donc elle m'a présenté un homme, un Tunisien. J'ai réussi à m'échapper. Ça a été compliqué. C'était presque une pression physique, quoi. Mais c'était une pression aussi physique. Ah oui, c'était très dur, c'était violent. Et de vous isoler, de vous enfermer. Elle m'a pris mon billet d'avion et mon passeport.
Moi, mon passeport, mon billet d'avion, et puis on m'a dit cet été, tu vas te marier. Donc, j'ai réussi à m'enfuir. Donc, j'ai fait croire que j'étais d'accord. Je suis retournée en France. J'ai fait croire que je devais récupérer des affaires. Et finalement, quand je suis arrivée en France, je me suis enfuie. Je me suis cachée. Et après, je me suis inscrite à la fac. Mais pendant toute l'année où j'étais à la fac, ça a été compliqué parce que ma mère était en pleurs au téléphone. Elle était persuadée que je terminerais très mal, que je terminerais assassinée dans la rue ou violée, ou parce que pour elle, la France, c'était trop dangereux. Et c'est comme ça qu'en allant en vacances en Tunisie en 1998, j'y suis allée avec le voile. Je portais le voile à la fac, en fait. Pourquoi vous portiez le voile à la fac? En fait, parce que quand vous étiez un peu distante de... Oui, mais en fait, à la fac, j'ai rencontré des jeunes filles qui portaient le voile, qui étaient converties à l'islam, des Françaises de souche. Et elles m'ont expliqué que pour être une bonne musulmane, il faut porter le voile. Et ce sont elles qui m'ont enseigné la prière, parce que moi, je n'étais pas pratiquante. Ma mère n'était pas pratiquante. Ma famille n'était pas pratiquante du tout. Ni votre père, ni votre mère. Ni l'un, ni l'autre. Ils étaient, je veux dire, très... voilà. Et là, on vous a dit non, il faut porter le voile. Et ce sont des Françaises aux yeux bleus qui m'ont dit ça, qui portaient le voile elles-mêmes à la fac. Donc moi, je me suis sentie mal. Je me suis dit, comment moi, qui suis de naissance musulmane, je ne porte pas le voile, je ne pratique pas l'islam. Et elles, ces filles-là, qui sont converties à l'islam, ce sont elles qui portent le voile, qui font la prière. Donc j'étais un peu honteuse. Donc c'est comme ça que je les ai fréquentées. Je suis allée avec elles à la mosquée, j'ai commencé à prier et j'ai commencé, parce qu'elles m'ont mis une pression pour que je porte le voile. Elles m'ont vraiment expliqué que si je le portais pas, j'irais en enfer, que c'était une obligation dans l'islam, etc. Donc moi, j'ai décidé de le porter aussi pour convaincre ma mère que j'étais une fille sérieuse, que j'allais pas mal finir, que je terminerais pas à la débauche, parce que pour elle, la France, c'était le pays de la débauche. Donc, quand j'ai porté le voile, j'étais en vraie quête d'identité. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi... j'avais besoin aussi de savoir qui j'étais, besoin d'appartenir à une communauté. J'étais en quête aussi de spiritualité, en quête de sens de cette vie, parce que moi j'avais beaucoup de failles. Mon enfance, elle a été difficile. J'ai été, je vais le dire, j'ai quand même été, j'ai vécu des maltraitances. Ah ouais, j'ai vécu des maltraitances parce que c'était assez violent. Ma mère, elle a été assez traumatisée par le mariage et elle l'a exprimé, elle a un peu répété ce qu'elle a subi. Donc c'est comme ça que moi, en allant en vacances en Tunisie, avec mon voile, je me suis retrouvée mariée du jour au lendemain, puisque un homme s'est présenté et il leur a dit: je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas épousé Enda. Et donc ça s'est négocié avec la famille. Moi, je faisais même pas partie des négociations entre ma mère, ma famille, mes oncles, et puis cet homme et puis sa famille qui sont venus. Et ils ont organisé un grand mariage. J'ai eu beaucoup de pression. Moi, je leur ai expliqué que je voulais continuer mes études, que je voulais retourner en France. Et on m'a dit: mais ne t'inquiète pas, tu continueras tes études. Ma mère m'a dit que j'avais pas d'autre solution, il fallait vraiment que je me marie, qu'elle serait plus tranquille pour moi. Ouais. Donc, avec toute cette pression, j'ai fini par accepter. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un mariage imposé. J'ai gardé des photos, justement, du mariage. Et j'avais les larmes aux yeux sur les photos, quoi. Ça a été un jour très, très, très difficile pour moi. Ça a été quelque part le jour de l'enterrement de ma liberté, parce qu'à partir de ce jour-là, je suis devenue prisonnière d'un salafiste. Mais vous saviez qu'il était... Enfin, vous l'avez rencontré quand même. 2 fois. 2 fois avant le mariage, c'est tout. Ouais. Et vous saviez qu'il était salafiste, enfin qu'il était de cette mouvance? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était les femmes les jeunes femmes que j'ai fréquentées à l'université qui me l'ont présenté. Ah, d'accord. Lui, il venait de Lyon. Il était d'origine tunisienne, mais français. Il est né en France, comme moi. Et puis, il portait la barbe. Et moi, je ne savais pas ce que c'était le salafisme. Donc, il a expliqué. Donc, ils ont organisé un rendez-vous avec plusieurs personnes. Et ce jour-là, nous, on appelle ça une maqabala, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la jeune fille avec des femmes autour d'elle, plusieurs femmes, et il y a l'homme avec des hommes autour de lui, parce qu'on ne peut pas se voir seul à seul. Et là, on discute. Donc moi, ce jour-là, je lui ai expliqué que je voulais continuer mes études, que je ne voulais pas me marier, que je voulais bien le connaître. Mais voilà. Et donc, je lui ai dit, de toute façon, je dois aller en vacances en Tunisie. On en reparle à la rentrée en septembre. Mais lui est venu.
à l'improviste. Il est venu en Tunisie. Je ne sais pas comment il a su l'adresse de ma famille. Il est venu avec sa famille à l'improviste et il leur a dit et le mariage s'est fait en août 98. Et là, à partir de là, ça a été comme un piège qui s'est refermé sur moi. Puisque rapidement, je suis tombée enceinte. 10 ans de mariage, 10 ans. Ouais. Et j'ai été tout de suite enceinte, donc je n'ai même pas pu. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit c'est fini pour moi, je pourrais jamais partir. Parce que pour moi, vraiment, ce jour-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit je suis foutue, ça y est. Et c'est parce que cet homme-là, maintenant, il m'a dit ta vie ne sera plus jamais la même. Tu dois porter le grand voile noir, ce qu'on appelle le djellab, c'est le voile que portent les femmes saoudiennes. Ensuite, il m'a expliqué qu'il fallait porter le voile intégral, que c'était encore mieux, qu'il fallait ressembler aux femmes du prophète, qu'il fallait vivre comme à l'époque du prophète, c'est-à-dire ne pas écouter de musique, ne pas regarder la télé, ne pas parler français à la maison, interdiction de faire des photos, interdiction de fêter Noël, interdiction de faire du sport ou même de sortir seule du foyer. Et la seule chose que je devais faire, c'était m'occuper des enfants. J'ai eu 3 enfants avec lui. Et puis, étudier le salafisme pour l'enseigner à mes enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que, en fait, j'ai subi un vrai lavage de cerveau par cet homme. Pas de travail, pas d'études. Ah non, j'avais plus le droit de sortir. Donc, non, il m'expliquait qu'il fallait pas se mélanger avec les mécréants. Il m'expliquait qu'il fallait même pas leur parler, il fallait les regarder avec mépris, que ces gens-là, les mécréants, ce sont tous les non-musulmans, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les athées, ce sont nos ennemis. On les considère comme des ennemis dans le salafisme. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il a réussi à me convaincre parce que, comme je le dis, j'ai subi un lavage de cerveau, c'est un peu comme une secte. C'était un univers clos dans lequel C'était clos, j'avais pas le droit d'avoir d'autres fréquentations que de la communauté salafiste. Mes livres, il les achetait à la poubelle, mes livres de philosophie, mes livres d'étudiante, tout était parti à la poubelle. Mes voiles, je portais des petits voiles blancs avec des pantalons tailleurs, c'était parti à la poubelle parce qu'il m'a dit maintenant tu vas mettre uniquement ce genre de tenue. Il m'a emmené dans des boutiques à Lyon et à Paris, des boutiques islamiques qui vendent des voiles intégrales. Il m'en a acheté plusieurs et à partir de là, j'avais perdu mon identité. J'étais plus moi-même. J'étais vraiment une sorte d'esclave, moderne, des esclaves du salafisme. Et j'ai vécu comme ça pendant presque 10 ans. Et vous fréquentiez quoi dans les milieux salafistes, vous fréquentiez quand même, vous aviez des fréquentations, je dirais même pas des amis, etc. Est-ce que vous voyez, par exemple, des amis, femmes, etc., pendant ce temps-là, ou pas du tout? Uniquement salafiste, parce que lui ne supportait pas que je fréquente ses sœurs, parce que ses sœurs étaient musulmanes, mais elles ne portent pas le voile. Donc, il insultait régulièrement ses sœurs de prostituées. Il était en mésentente avec sa famille, parce que c'était le seul salafiste de la famille, et les autres ne comprenaient pas, son père ne comprenait pas, son père se disputait souvent avec lui, parce qu'il lui disait « Non, mais tu fais n'importe quoi, tu as été... Moi, je comprenais pas pourquoi mon beau-père était aussi... Il était très critique et c'était violent à l'égard du salafisme, à l'égard de son fils. Et je me souviens de ses paroles en arabe où il disait de toute façon, maintenant, tu portes une barbe comme ces chiens. Il les appelait les chiens de Saoudiens. Les chiens de Saoudiens. Et il a insulté son fils aussi en disant va raser ta barbe et va travailler. Et moi, je voyais souvent des disputes entre eux. Je comprenais pas en fait, et mon ex-mari me disait pourtant le salafisme c'est le vrai islam. C'est donc son père à lui, le père de votre mari, enfin que vous aviez à l'époque, vous a dit tu peux pas rester comme ça, il faut bouger. Oui, c'est mon beau-père en fait. Parce qu'il était question que vous alliez en Arabie Saoudite. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui avait des relations très tendues avec son père, et moi, pendant toutes ces années, je ne comprenais pas pourquoi son père était aussi critique à l'égard du salafisme. Vous étiez complètement. En fait, Enda, juste, vous aviez tout à fait adhéré à cette vie, parce que vous dites, c'est la vie qu'il faut, etc. Sauf que, alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'avant, vous nous aviez dit que quand vous voulez déjà vous marier, c'est arrivé avant, mais vous êtes allé en France, vous avez dit, on vous avait pris votre passeport, etc. Vous avez réussi à partir en France. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y avait, c'est intéressant de se rappeler, qu'est-ce qui avait annihilé votre... Parce que vous n'étiez pas comme ça et fabriqué comme ça. Enfin, fabriqué peut-être, mais
vous aviez déjà un esprit de révolte. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que vous aviez tout accepté? C'est les enfants, c'est quoi? Non, c'est déjà, si j'ai accepté le mariage, déjà, je me suis dit, étant donné que je suis tombée tout de suite enceinte, je me suis dit que c'était fini. Moi, je suis issue d'un divorce. J'en ai souffert. J'ai grandi dans 2 familles où je ne trouvais pas ma place. Et je me suis dit, je ne peux pas priver mon fils de son père. Et puis aussi, il faut savoir que moi, je culpabilisais et j'avais très peur parce qu'il a réussi à me mettre dans la tête que si je ne faisais pas tout ça, j'irais en enfer. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, j'avais vraiment peur de l'enfer, j'avais peur de Dieu, de la punition de Dieu. Et il m'a tellement mis sous emprise que j'étais persuadée que si je ne mettais pas le voile, j'irais vraiment en enfer. Donc tout ça a fait que, au bout d'un moment, on y croit, en fait. Oui, et puis on est c'est comme si j'avais été tout ça et voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai accepté. Je me suis dit de toute façon c'était mon destin, que j'avais pas le choix, que de toute façon je devais l'accepter et par amour pour mes enfants, je devais patienter. Et puis de toute façon, cette vie ne vaut rien. Mon ex-mari et moi, j'allais dans les conférences sur le salafisme, je lisais des livres sur le salafisme. Et d'ailleurs, nous sommes même partis en Arabie Saoudite où j'ai étudié le salafisme. J'ai participé à des conférences. Je suis partie à la Mecque en l'an 2000. Et donc, j'étais persuadée que même si j'étais malheureuse dans cette vie-là, au moins, je gagnerais le paradis éternel. Voilà. Donc, en fait, dans le salafisme, la mort est quelque chose qu'on met sur un piédestal. C'est-à-dire qu'en fait, cette vie ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la mort. Après, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est persuadé. Ce qui compte, c'est la mort. On est persuadé en tant que femme, quand on met un voile très long et un grand voile, on est persuadé d'être au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'on est persuadé de faire partie du groupe sauvé, que les femmes qui ne portent pas le voile vont aller directement en enfer, que ce sont les diablesses de ce monde, que ce sont, elles ont un terme en arabe, elles sont mal vues, elles sont vues comme si qu'elles étaient toutes nues finalement, donc elles ne méritent pas le respect, et que si ces femmes se font violer, c'est de leur faute parce qu'elles provoquent les hommes, et les femmes qui portent un tout petit voile ne sont pas assez sérieuses, elles ne sont pas de bonnes musulmanes parce que le voile est trop petit. Les femmes qui s'habillent de façon moderne avec des petits voiles blancs, comme je faisais quand j'étais à la fac. Rouge à lèvres et compagnie. Exactement. Donc ça, ce sont aussi des femmes qui font des péchés qui seront punis par Dieu. Voilà ce qu'on nous enseigne et ce qu'on nous met dans la tête. Et on pense que plus tu portes un long voile, plus le voile est noir et foncé, et plus tu mérites le respect et devant Dieu, tu mérites le paradis. Voilà, donc c'est vraiment une forme de manipulation mentale et une forme d'emprise. Et on se sent avec des mœurs supérieures et avoir la vie qu'il faut pour l'après-vie qui va être... Exactement. Il y a ce complexe de supériorité que moi, je ressentais. Moi-même, j'avais des failles narcissiques, mais j'avais aussi ce sentiment de supériorité où je regardais les autres de haut, où j'avais aussi une haine contre les femmes qui n'étaient pas voilées, contre les juifs, contre les homosexuels, contre les mécréants, contre les chrétiens. J'avais développé cette haine parce que, en fait, on nous dit que finalement, ce sont ces gens-là qui vont nous emmener en enfer si on les fréquente. Donc, il ne faut pas les fréquenter, il faut se couper. Vraiment, il faut couper, il ne faut pas leur parler. Voilà, donc c'est donc vous vraiment adhéré vraiment à ça. Oui, c'est comme une secte en fait. Mais alors, qu'est-ce qui fait que, au bout de 8 ans, 9 ans, 10 ans, oui. D'ailleurs, vous racontez, je crois, dans un de vos livres, que le 11 septembre 2001, au moment des tours du World Trade Center, et les gens autour de vous étaient plutôt contents, enfin ils avaient applaudi, c'était plutôt une fête. Enfin, oui, c'était un grand jour parce que on a célébré Ben Laden, on voyait Ben Laden comme un héros, bien sûr. Parce que les mécréants, ce jour-là, ils ont été attaqués, vaincus. Leur monument, le symbole de leur puissance a été complètement détruit. Et je me souviens très bien de ce jour-là. Et aujourd'hui, j'en ai honte. Aujourd'hui, j'en ai honte. Vous étiez où à l'époque? Mais j'étais chez moi, j'étais avec mon ex-mari, j'étais avec mon fils. Nous étions, on habitait à Roanne, à côté dans la Loire. Oui. Alors, je reviens, justement, il y a eu cette période. Qu'est-ce qui fait, alors, parce que vous dites, voilà, j'ai intériorisé, j'ai intégré, je suis soumise à cette idéologie salafiste. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, c'est plus ça?
Comment ça vient, ça? Parce qu'on est là, bon, alors tout va bien, enfin tout va bien, guillemets. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit non, ça ne peut pas continuer comme ça? Oh, c'est un long cheminement, ça ne s'est pas fait en un jour. J'imagine. C'est-à-dire pendant des années. Alors déjà, comme je le disais, moi, grâce à l'école, vraiment, l'école... L'école était toujours en vous, quand même. Elle était en moi. L'école de la République. C'est ça, parce que j'ai développé un esprit critique qui a fait que dès le départ, j'avais tendance à poser beaucoup de questions. Et cela dérangeait beaucoup mon ex-mari, parce que quand je lisais des livres sur le salafisme, il y a des choses que je ne comprenais pas et je me disais, c'est pas logique. Et moi, je cherchais tout le temps la logique, en fait. Le bon sens. Voilà, et je lui disais, mais si ça c'est bien, pourquoi tu ne le suis pas? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu te comportes mal? On dit que, par exemple, le prophète Mohamed, c'est celui qui veut ressembler au prophète doit avoir le meilleur comportement possible avec son épouse. Et moi, tout ça, il me l'a vendu au départ. Et au départ, moi, quand il a voulu m'épouser, il m'a dit qu'il voulait suivre les traces du prophète, que le prophète a traité correctement ses épouses, avec respect, que la femme était une perle, qu'il fallait porter le voile, il fallait qu'elle porte le voile parce que c'est comme un écrin, que la femme dans l'islam, c'est une reine. Enfin, toutes ces belles paroles, j'y ai cru. Oui, vous avez cru que les actes ne correspondaient pas aux paroles. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mensonges. Par exemple, mon ex-mari profitait du système français. Il demandait des aides et il travaillait au noir. Il allait travailler au noir pour gagner de l'argent, mais d'un autre côté, il allait demander toutes les aides possibles chez des assistantes sociales, à la CAF. Moi, j'avais pas le droit d'avoir de carte bleue, donc dès que j'étais enceinte, c'est lui qui allait à la CAF pour demander, parce que quand une femme est enceinte, au bout de 3 mois, elle commence la CAF lui verse une somme d'argent mensuelle, et c'est lui qui prenait cet argent sur son compte. Voilà, il prenait l'argent, il demandait différentes aides. J'avais pas d'argent liquide, c'est lui, ni carte bleue ni rien, c'est lui qui avait tout. C'est lui qui gérait le porte-monnaie. Même pas un billet d'argent liquide. Si je voulais m'acheter un vêtement, je devais lui demander à lui. Et c'est lui qui m'emmenait au marché en voiture. Il me donnait un billet et j'allais acheter ce qu'il fallait acheter. Je lui demandais l'autorisation. Un jour, j'ai acheté quelque chose sans lui demander l'autorisation. Je me suis fait battre en rentrant. Ça a été très violent. Il m'a battu parce qu'il m'a dit « Tu m'as pas demandé l'autorisation ». Je m'étais acheté simplement un pantalon, une tunique longue avec un pantalon. Et lui avait horreur des pantalons. Il me disait qu'une femme, il m'interdisait de mettre des pantalons, il me disait la femme musulmane doit mettre des robes. Et ce jour-là, moi, j'ai acheté cette tenue sans lui demander l'autorisation et en rentrant, ça a été terrible. Donc, à force de me faire taper dessus, je lui ai dit, c'est pas normal, tu dis qu'il faut avoir ce comportement, qu'un bon musulman, un bon salafiste doit se comporter de telle et telle manière, mais tu fais tout le contraire. Et à chaque fois, il était violent, parce que je le mettais face à ces contradictions. Et puis un jour, ça a été un déclic. Il y a aussi mon beau-père, le père de mon ex-mari, qui m'a dit que je devais sortir de cet enfer, et c'est mon beau-père qui m'a conseillé de divorcer. Et il m'a dit, tu dois sauver tes enfants, parce que sinon ils termineront comme lui, et c'est pas une vie, c'est pas possible. Il m'a dit, tu es intelligente, tu as fait des études, tu seras capable de t'en sortir, mais il me dit, mon fils ne te mérite pas. Et tu dois partir. Et en fait, un jour, j'ai posé une question à mon ex-mari. On devait déménager en Arabie Saoudite parce que lui, il voulait faire la hijra. Ouais. Et je lui pose la question sur le djihad. C'était un soir, juste avant de nous coucher. Donc, je lui dis, est-ce que le djihad est obligatoire? Le djihad, c'est la guerre sainte. Et il me dit, oui, bien sûr, c'est obligatoire dans l'islam. Et donc, je lui dis, mais est-ce que nos 2 fils devront faire le djihad? Parce qu'on avait 2 garçons. Et il me dit, bien sûr, quand ils seront en âge de faire le djihad, ils iront faire le djihad. Par exemple, en Palestine. Je lui dis, ah bon? Mais je lui dis, mais dans ce cas, pourquoi toi, si le djihad est obligatoire, pourquoi toi, tu ne fais pas le djihad? Et là, il était très embarrassé. Il était gêné. Il ne savait plus quoi répondre. Et il me dit, non, mais moi, je dois m'occuper de ma famille. Je dois m'occuper de vous. Je lui dis, mais d'accord. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, comment ça? Tu vas pas faire le djihad, toi? Par contre, ça te dérange pas d'envoyer tes 2 fils vers la mort, en fait? Je dis, et dans ma tête, ça a été comme un déclic, parce que je me suis dit, c'est pas logique. Dieu ne m'a pas donné 2 enfants que j'ai portés 9 mois pour en faire de la chair à canon, pour les envoyer mourir en martyrs dans un pays quel qu'il soit. Donc je me suis dit, ce soir-là, ça a été vraiment le déclic. Et quand je lui ai posé la question pour ma fille,
Il me dit, notre fille portera le voile à l'âge de 7 ans et on la mariera à l'âge de 14 ans pour la préserver de cette société de débauche. Et là, j'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux pas que ma fille subisse ce que moi j'ai subi. Parce que j'étais tellement inquiète pour mes enfants et c'est cet amour maternel qui m'a réveillée et quelque part qui m'a sauvée, puisque c'est à partir de là que je me suis dit, je dois m'enfuir, je dois trouver une solution, je dois sauver mes enfants. Alors, je peux pas. Comment on va évidemment pas raconter tout, mais ces années, je dis, comme vous dites, ça a duré des années et des années. Comment vous avez réussi à sortir À partir de là, j'ai réfléchi à un plan. Ouais. Et j'ai élaboré ce plan et je l'ai mis en œuvre, c'est-à-dire de trouver l'argent, parce qu'il avait les économies en liquide à la maison pour il préparait le déménagement en Arabie Saoudite. Donc, ce jour-là, c'était un matin, il est parti faire les papiers pour le déménagement au consulat d'Arabie Saoudite à Paris. Ouais. On habitait dans la Loire, à Roanne. Et donc, au moment où il est parti, très tôt le matin, vers 6h du matin, quand j'ai entendu le bruit du moteur de la voiture qui démarrait, je me suis levée du lit, j'ai réveillé mes 3 enfants. Mon bébé, le dernier, avait 1 an. Et je leur ai dit, les enfants, on déménage, réveillez-vous. Et là, j'ai appelé un taxi, j'ai pris quelques affaires, j'ai pris l'argent et j'ai fait 700 km en taxi jusqu'à ma ville natale, Rouen, avec mes 3 enfants, avec quelques affaires. J'ai prévenu ma belle-mère, je l'ai appelée en lui disant, c'est terminé, tu ne nous verras plus, ni moi ni les enfants, et ton fils ne nous verra plus. Et là, lui, il est rentré, il était furieux, il m'a menacé, évidemment, il a menacé de m'égorger, il m'a cherché. Ça a été très compliqué. Vous habitiez où, parce qu'il y a 700 km pour rejoindre Rouen? Au départ, j'ai été hébergée chez ma mère avec mes 3 enfants. Non, mais avant, vous habitiez où avec À Roanne. À Roanne. À Roanne. Ouais. Au départ, j'ai été reçue chez ma mère, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes parti. Vous aviez un peu d'argent quand même. On a pris l'argent. J'ai pris l'argent liquide et je me suis cachée. C'est à partir de là que j'ai réussi à obtenir un appartement, que j'ai réussi à trouver de l'aide. Et 1 an plus tard, j'ai obtenu le divorce. Voilà. Et il a essayé il vous a menacé par oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'avais très peur, hein, mais ça a été compliqué. Et puis, il faut savoir que moi, à ce moment-là, j'étais toujours salafiste. Parce que même quand j'ai divorcé de cet homme-là, je n'avais pas divorcé du salafisme. Le salafisme, ce sont des idées... je culpabilisais beaucoup, j'étais très mal. Et c'est à ce moment-là que... Même vous culpabilisiez de partir? Complètement. Ouais. Mais c'était l'instinct de survie, c'est-à-dire que moi, sauver mes enfants, c'était ma priorité. Je me disais, si je reste, c'est fini. Je peux pas. Je veux pas que mes enfants deviennent islamistes. C'est le rôle d'une maman de protéger ses enfants. Les mamans ont cette responsabilité, ce devoir-là, de les protéger, parce que l'islamisme, c'est un poison qui détruit des vies. Des familles. Moi, l'islamisme a volé plus de la moitié de ma vie. Il a fait des dégâts sur mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont des jeunes adultes, ils sont autonomes et je peux dire que je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma fille, elle vit dans un autre pays. Elle est partie s'installer en Australie. Elle a beaucoup voyagé. Elle fait des études. Elle travaille. Mon grand est marié. Et mon petit dernier, il travaille, il fait plein de choses. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'ai fait ce jour-là, parce que sinon, aujourd'hui, ma fille, elle serait sûrement voilée, mariée avec un islamiste et très malheureuse. Donc, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait et je conseille à toutes les mamans de faire la même chose. En tout cas, vous avez pris vos responsabilités et vous amenez vos enfants. Donc là, nous sommes en... nous sommes en 2010. Nous sommes... ça faisait 10 ans que vous étiez mariés et grosso modo, vous avez eu la garde des enfants tout de suite ou pas? Ça a été très compliqué. Parce qu'il y a eu le divorce, ça a été très compliqué. On va pas raconter les détails, mais vous les avez eus à la fin. En fait, j'ai perdu la garde, malheureusement pour moi. Moi, je l'ai quitté en juin 2006. En 2009, j'ai perdu la garde de mes enfants. J'ai été hospitalisée. Et à ce moment-là... Vous étiez en dépression, j'imagine. J'étais en dépression aussi, parce que je n'avais pas trouvé de soutien. Il faut savoir que la communauté salafiste, quand une femme divorce, en fait, on lui tourne le dos. Parce que les femmes salafistes considèrent que vous êtes une rivale, étant donné que la polygamie est autorisée dans le salafisme. Toutes mes
mes amies, mes copines m'ont laissé tomber parce que elles avaient peur que leur mari, parce que ça se fait beaucoup la polygamie en France, il faut le savoir, quand on est salafiste, c'est quelque chose de normal, d'autorisé. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui ont plusieurs, 1, 2, 3 femmes. Et donc la plupart des amis que j'avais m'ont tourné le dos parce qu'elles avaient peur, étant donné que j'étais célibataire et divorcée, elles avaient peur que leur mari s'intéresse à moi. Voilà. Et puis les hommes, j'ai vu aussi le vrai visage de l'hypocrisie des salafistes, notamment des amis de mon ex-mari qui sont venus me faire des propositions. Donc j'étais choquée parce que je me suis dit c'est pas possible. En fait, ils sont aussi infidèles que ils se donnent une bonne apparence, mais ne sont pas honnêtes. Beaucoup. Comme dans toutes les religions, les édits, tout ça, Tartuffe. Exactement. Et donc vrai ici, ailleurs, dans n'importe quel. Et donc je me suis retrouvée vraiment sans soutien, et donc je suis tombée dans une très grosse dépression parce que j'étais perdue. Moi, j'avais aucun diplôme, aucun travail. J'étais salafiste encore. Je portais le voile salafiste. Vous avez fait vos études, ça fait longtemps que vous les aviez. Oui, j'avais arrêté la fac au bout d'un an. Vous portiez le voile, vous avez continué à. Le djellab, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée à l'hôpital, et c'est là qu'il a pris mes enfants. Et pendant 2 ans, il m'a interdit de parler et de voir mes enfants, de leur parler. C'est-à-dire que Ils sont retournés à Roanne, il les a repris à Roanne. Ça a été très, très difficile. Et là, ça a été un enfer pour moi parce que j'avais perdu ma raison de vivre, en fait, et qu'il a fallu 2 ans pour que je bataille pour récupérer la garde, et j'ai réussi. Ça a été très dur. J'ai réussi à retrouver mes enfants parce que, en fait, un jour, j'ai été voir une assistante sociale et je lui ai dit, madame, moi, je ne peux pas vivre sans mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mes enfants. Et elle m'a dit, madame, si vous voulez retrouver vos enfants, il faudrait déjà trouver un appartement. Parce que moi, je me retrouvais dans un petit studio toute seule. Et sans métier. Et elle m'a dit, si vous voulez avoir un appartement, il faut avoir un travail, il faut avoir des fiches de salaire. Et pour avoir des fiches de salaire, il faudrait retirer le voile pour trouver du travail. Et en fait, c'est pour mes enfants qu'à ce moment-là, j'ai décidé de retirer le voile. Le premier retrait du voile, c'est parce que vous n'aviez pas le choix. Exactement. C'est-à-dire que je l'ai enlevé pour trouver du boulot, pour pouvoir avoir un appartement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai retiré contre mon gré. Ça a été très dur, ça a été une déchirure parce que le voile, pour moi, c'était une protection, c'était une seconde peau. C'était quelque chose qui me sécurisait. Et donc, j'avais l'impression d'être à nu sans mon voile, en fait. Mais je l'ai fait pour mes enfants. Et ça a marché puisque j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fait pas mal d'agences intérim. Et là, j'ai commencé à reprendre confiance en moi parce que le fait de travailler, j'ai commencé à avoir des amis, des fréquentations sociales. J'ai fait toutes les agences intérim de Rouen. Vous avez fait quoi comme métier? Tous les métiers possibles. J'ai fait de la restauration, j'étais vendeuse de parfums, j'ai travaillé dans l'esthétique, j'ai travaillé comme à la Poste, j'étais factrice, j'ai travaillé comme téléenquêtrice, j'ai travaillé au SAV de Orange. J'ai fait tellement de boulot. J'étais dans les foires expo, donc j'étais commerciale, et je me rendais compte que j'avais des grosses capacités, notamment pour vendre, pour parler aux gens. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre confiance en moi. C'est très intéressant de voir que quelqu'un qui a été quand même pendant des années absolument calfeutré dans un milieu restreint, et vous aviez ça de l'ouverture aux gens, de parler, etc. Vous l'aviez. Je l'avais déjà en vous. Je l'avais déjà. Et c'est intéressant. Ça ne vous a pas ôté ses capacités d'ouverture aux autres, de communication, etc. C'est ça. Mais oui, et puis c'est justement ce qui m'a aidé à m'ouvrir à la société, parce que moi, je voyais la société comme des mécréants, comme quelque chose qui voulait m'emmener en enfer, qui me voulait du mal. Décomposé, décadente. C'est ça, c'était une jungle, les gens me voulaient du mal, alors que là, je voyais que les hommes, je me disais, les hommes, ce sont tous des pervers, ils me regardent comme un morceau de viande, je regrettais de ne pas avoir le voile, mais en même temps, je voyais qu'il y avait des hommes respectueux. Et donc, tout ça, en fait, de vivre ça m'a réconcilié, en fait, avec la société. Il y avait de la complexité, c'était pas noir et blanc. Exactement. C'était pas le camp du bien et le camp du mal. Exactement. Le paradis et l'enfer. C'est ça. Et donc, c'est ça qui a...
transformer votre vision de la société. Exactement. En fait, ça m'a complètement aidé. Le fait d'avoir retiré mon voile, en fait, je passais inaperçue dans la rue. Finalement, personne ne me regardait. Au contraire, quand je portais le voile, on me repérait. Quand je portais le voile, j'avais des mauvais regards. Parce que les gens ont peur. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi les Français ont peur du voile. Parce que effectivement, il y a eu les attentats, il y a eu les traumatismes des attentats. Ce sont pas des juifs qui ont fait des attentats. Ce sont des musulmans, des islamistes. Mais l'islamisme est lié à l'islam. Donc, tout ça, je l'ai compris en fréquentant justement la société, les gens, et ça m'a complètement ouvert, en fait. Mais justement, alors, donc, vous avez donc fait cette... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous étiez toujours salafiste. En fait, où là, le salafisme a continué à reculer. Ça commençait à reculer parce que à ce moment-là, je ne pouvais plus faire mes prières à l'heure, puisque moi, avant, j'étais irréprochable. Hein, je faisais mes prières à l'heure. J'étais persuadée que j'irais au paradis si je faisais mes prières à l'heure. Là, je ne pouvais plus parce que moi, il fallait que je travaille, il fallait que je récupère la garde de mes enfants. Ça passait avant tout. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Dieu doit me comprendre parce que Dieu est juste. Il peut pas me punir pour ça. Donc, ça m'a aidé aussi à déculpabiliser. J'ai réussi en 2011. Le miracle a eu lieu. J'ai retrouvé la garde de mes enfants. J'ai réussi à convaincre une juge et j'ai réussi à avoir un appartement. Donc, c'est comme ça que j'ai retrouvé la garde de mes enfants. J'étais très, très fière. Et en plus, dans la foulée, j'ai réussi à intégrer l'École nationale des greffes à Dijon pour devenir greffière. D'accord. Voilà. Donc, ça a été... Là, vous êtes devenue greffière. Voilà. Vous êtes devenue greffière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai retrouvé la garde de mes enfants, j'ai remis le voile. Ah d'accord, oui, parce que vous étiez salafiste et moi, j'ai remis le voile. Vous avez réobtenu la garde oui, de vos parce enfants. que moi, je l'ai retiré pour eux, pour travailler. Mais une fois que mes enfants étaient avec moi, je me suis mis au chômage et je me suis dit, je vais m'occuper de mes enfants. Pardon, on vous disait que vous ne pouvez pas travailler avec le voile. Oui, mais là, moi, mon but... Moi, je voulais travailler juste pour retrouver mes enfants, pour avoir un appartement. Oui, mais, après, une fois que j'ai retrouvé mes enfants... Comment vous auriez fait ? Une fois que j'ai retrouvé mes enfants, j'ai eu le réflexe de remettre le voile parce que j'étais pas encore prête à le retirer. D'accord. Et donc, quand j'ai remis le voile, à ce moment-là, par l'intermédiaire de mon père, il m'a expliqué qu'il y avait des emplois réservés pour les enfants de harki. Et que je pouvais donner ma candidature pour faire une formation. Et moi, quand on m'a demandé quelle formation je voulais faire, j'ai dit, moi, je veux travailler dans le droit, dans la justice. Et donc, on m'a fait passer des tests pour que je puisse intégrer l'École nationale des greffes, que j'ai réussi, à ma grande surprise. Et quand on m'a envoyé le courrier, je me souviens, comme si c'était hier, avec l'enveloppe avec le drapeau bleu, blanc, rouge du ministère de la Justice pour me dire « Votre candidature a été acceptée », ce jour-là, devant mes enfants, j'ai arraché mon voile en criant « Maintenant, maman, elle n'a plus besoin de ce voile. Maintenant, maman, elle va avoir un vrai travail. » Donc, j'ai retiré le voile et je suis partie à Dijon avec mes 3 enfants, toute seule, pour faire ma formation de greffière. Je vais vous dire une autre occasion aussi, qui est devenue très célèbre et virale puisqu'elle est dans le monde entier. Wenda Ayari a retiré son voile. On va d'ailleurs en parler maintenant, c'est un peu plus tard. C'est en 2016. Oui. Dans 2016, vous aviez déjà écrit un livre. Vous avez écrit un livre qui s'appelait Vivre plus jamais voilé. Non, c'était pas plus jamais voilé, c'était avant. J'ai choisi d'être libre. Voilà. Je rappelle que c'est très intéressant, c'est qu'un certain Kravchenko, qui avait quitté l'URSS, avait fait un scandale au moins 50 ans avant vous, à Ouépacil, qui avait un livre qui s'appelait « J'ai choisi la liberté ». Et oui, il racontait effectivement comment il avait quitté l'URSS et ça avait fait un scandale énorme. Et Wenda Ayari, j'ai choisi d'être libre. Et elle est chez Thierry Ardisson, l'émission Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Et regardez cette vidéo parce que retirer le voile devenait un symbole et ô combien. Voilà, Thierry Ardisson qui applaudit. Juste un mot, on va en reparler. C'était quelque chose, vous aviez décidé de le faire ou c'est lui qui a demandé? Oui, parce que vous ne portiez plus le voile à cette époque. En fait, ce qui s'est passé, moi... Parce qu'on pourrait vous dire, mais pourquoi vous faites parce qu'une comédie, c'est quoi? Je vais essayer de vous résumer jusqu'à le plateau de Thierry Ardisson. Oui. J'ai fait l'école des greffes.
Et au bout de 2 ans, j'ai été licenciée. Parce que j'ai pas voulu aller en Martinique. On m'a affectée en Martinique. Je leur ai dit, c'est compliqué, j'ai 3 enfants, c'est très compliqué. Finalement, j'ai été licenciée par Christiane Taubira. J'ai vécu ça comme une terrible injustice. Je me suis dit à ce moment-là, la France ne veut pas de moi, malgré tous mes efforts pour m'intégrer. Je suis licenciée, c'est un licenciement injuste, abusif. J'ai fait des courriers à Christiane Taubira, j'ai fait des courriers un peu partout. Malheureusement, le licenciement a été confirmé. Bon. Alors à ce moment-là, j'étais révoltée, j'ai décidé de redevenir salafiste. C'était en janvier 2014. La France, voilà, elle veut pas de moi, etc. Exactement. C'était janvier 2014. Voilà, janvier 2014. Je vais dans les boutiques m'acheter des voiles parce que j'avais besoin de remettre le voile et de redevenir salafiste. Donc j'ai acheté des voiles intégrales et par défiance, parce que j'étais blessée au plus profond de moi par ce rejet. Je sentais que la France me rejetait malgré tous mes efforts pour m'intégrer. Je me suis dit, ils veulent pas de moi. Mon ex-mari avait raison. On vous donnait pas le choix. C'était la Martinique ou rien. Oui, c'est en fait. Vous dites, ils vous ont pas licencié. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On m'a dit c'est la Martinique. J'avais une amie qui était martiniquaise, qui était avec moi à l'école des greffes et qui voulait aller en Martinique. Elle était martiniquaise. Et ils lui ont dit non. Ils ont dit, c'est moi qui va aller en Martinique. Je leur ai dit, moi, je peux pas, j'ai 3 enfants, j'ai un fils qui a des soucis, qui a un suivi. On m'a dit, dans ces cas-là, on va vous faire une seule proposition. Vous l'acceptez ou vous la refusez. On va vous mettre à Bobigny. Ensuite, on m'a proposé un appartement dans la cité. J'ai été visiter l'appartement et les gens qui étaient dans l'appartement, qui déménageaient, m'ont dit, madame, si vous vivez seule avec des enfants, ne venez pas vivre ici parce que c'est dangereux. Alors moi, j'ai été leur dire, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai 3 enfants. C'était Bobigny, ça. Ouais, je leur ai dit, moi j'ai 3 enfants, je ne veux pas vivre à Bobigny avec mes enfants, laissez-moi m'installer à Rouen, dans ma ville natale, où mes enfants seront mieux pour moi en sécurité que dans cette ville à Bobigny. Je me sentais pas en sécurité dans cette ville que je connaissais pas. On m'a dit, si vous faites ça, vous êtes viré. Et ben ils m'ont viré parce que moi j'ai décidé de retourner à Rouen pour que mes enfants puissent grandir dans un environnement plus serein. Voilà. Et donc c'est à partir de là, quand ils m'ont viré, que je me suis dit, c'est vraiment ça, des racistes. Ce n'est plus ça. Et donc j'ai remis le voile, je suis redevenue salafiste début 2014 jusqu'aux attentats. Il y a eu les attentats de Paris en 2015 et à ce moment-là, j'ai eu le vrai déclic. Je me suis dit, c'est ça le salafisme. Quand j'ai vu les morts à la télé, le Bataclan, quand j'ai vu Charlie Hebdo, quand j'ai vu les terrasses, ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'était des Français, des Juifs, des Blancs, des Noirs, des enfants, des femmes, des innocents. Ils ont massacré à l'aveugle. Oui, mais je ne vous êtes pas dit, je parle en tant que là où vous étiez, vous dites oui, mais il y a des raisons, etc. Non, à ce moment-là, j'étais en larmes devant mon écran de télé parce que je pensais à mon ex-mari quand il avait applaudi pour Ben Laden et le 11 septembre. J'étais en larmes et je me suis dit, n'importe qui aurait pu y être. Même moi. Mes enfants, n'importe qui, ils ont tiré à l'aveugle. Parce qu'on ne demandait pas aux gens s'ils étaient musulmans ou pas. C'est ça. Et là, j'ai définitivement divorcé du salafisme et j'ai mis ma photo sur les réseaux sociaux parce que j'ai voulu faire un geste. Je me suis dit, je ne peux pas me taire. Il faut que je fasse quelque chose. Votre photo voilée et non voilée. Exactement. J'ai écrit, avant, j'étais jeune et salafiste. Aujourd'hui, je suis devenue une femme libre et j'ai retiré le voile. Je crois qu'on peut montrer cette photo puisque cette photo a été vue énormément. Et cette photo a fait le buzz. J'ai été contactée par des centaines de personnes, des journalistes. C'était sur les réseaux sociaux, vous l'aviez mis tout de suite sur les réseaux. Oui. Et Flammarion m'a proposé de faire un livre qui raconte mon histoire. J'ai choisi d'être libre. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée publiquement contre l'islamisme pour défendre les femmes, justement, contre cette doctrine. Donc à partir de là, j'ai reçu des menaces, beaucoup de menaces, des insultes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait l'émission de Thierry Ardisson où j'étais invitée. Et il m'a demandé, il m'a dit... vous avez toujours le voile? Il m'a posé des questions, je lui ai dit oui. Et il me dit, vous seriez capable de le retirer sur le plateau? J'ai dit oui, parce que j'avais besoin justement de prouver au monde entier que j'avais fait ma révolution, ma propre révolution, et que je m'étais libérée. Et je voulais surtout semer une petite graine dans la tête des femmes et leur dire, ne tombez pas dans les mêmes pièges que moi. Moi, je me suis libérée de cette prison, parce que c'est une vraie prison, ce n'est pas qu'un bout de tissu. Et donc, je voulais transmettre ça. Alors, c'est très intéressant, Enda Yari, ce qui se passe, parce que ça, c'était donc, je rappelle, en 2016-2017, l'émission de Thierry Ardisson. Nous sommes en 2025, et c'est intéressant de voir comment réagissent aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet, et comment ça devient viral. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'ailleurs, a remis, c'est vrai, moi j'ai aussi beaucoup de vidéos qui repassent, etc., a remis ça dans les réseaux.
Et vous en êtes aujourd'hui à combien de vues? 61 millions. 61 millions de vues. Ça veut dire que ça a été vu dans le monde entier. Ça veut dire que ce geste symbolique est devenu un geste, effectivement, qui a été, en tout cas, qui transcende les frontières de très loin. Et mais à l'époque, juste, ça vous a valu quelle réaction? L'émission Des menaces de mort. Des menaces de mort. Oui, le ministre de l'Intérieur a contacté le préfet pour demander une sécurité. Oui. Je vivais dans la peur. Et ça a été très compliqué pour moi. Ça a été très compliqué parce que je n'étais pas préparée à ça. Donc, je ne pensais pas que ça ferait autant parler, que ça ferait autant réagir, le fait que j'ai retiré le voile. On l'a pris comme une attaque contre les femmes musulmanes voilées, on l'a pris comme une attaque contre les musulmans, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je voulais juste revendiquer ma liberté parce que j'avais subi l'oppression, j'avais subi un enfer, quelque part, dans l'islamisme qui m'avait volé toutes mes plus belles années. Et là, je voulais montrer ce geste de libération. C'était une manière à moi de transmettre, de pouvoir dire aux autres, ne tombez pas dans les mêmes pièges que moi. On va en parler de cela parce que justement, vous avez parlé des pièges, de tous les pièges d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques polémiques là-dessus. Mais je voudrais peut-être aborder un autre chapitre maintenant, puisque c'est un peu... Et là aussi, on a beaucoup parlé de vous à ce moment-là. Je rappelle qu'en 2018, vous avez écrit donc plus jamais voilé, plus jamais voilé, plus jamais violé. La rencontre, alors, parce que vous dites que c'est fini pour vous, etc., mais vous avez rencontré Tarek Ramadan. Alors, cet épisode, quand même, on ne peut pas ne pas en parler. Et c'est intéressant parce que vous dites d'un côté que le voile, c'était fini, mais vous avez quand même été sensible à un prédicateur, appelons-le comme on veut, un islamiste, etc., un intellectuel. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, alors que vous aviez déjà pris vos distances, vous avez eu ce parcours-là, en tout cas cette rencontre et cette séquence, si on peut dire? En fait, pour essayer de résumer ce qui s'est passé avec Tarek Ramadan, c'était quelqu'un de très important sur mon chemin spirituel et religieux. Il était déjà très connu dans le milieu salafiste et compagnie. Alors, faut savoir qu'il y a une... Il n'est pas salafiste, lui. Voilà, il y a dans l'islam, il y a plusieurs branches. Et parmi ces branches, il y a des branches qui sont extrémistes, qui sont des branches politiques. Il y a le salafisme, il y en a d'autres, et il y a aussi les frères musulmans. Tariq Ramadan, il représente les frères musulmans. Son grand-père est le fondateur, exactement. Hassan el-Banna. Exactement. Le salafisme, c'est une doctrine politique au départ qui vient d'Arabie Saoudite. Donc, ce sont les Saoudiens qui ont financé à coups de milliards à travers le monde cette doctrine pour la propager. C'est dur, c'est le retour aux sources, le retour à la charia, la loi islamique avec toutes ses dérives, la soumission des femmes, les injustices, la misogynie, la haine des mécréants, etc. Voilà. Les frères musulmans, c'est pareil en vérité, c'est juste les noms qui diffèrent. Eux, ils sont beaucoup plus sournois parce qu'ils se fondent dans la société. Les salafistes, on sait les reconnaître tout de suite. Ils ont des grandes barbes, ils portent des pantalons courts, les hommes, pour les hommes, ils portent une robe blanche, le kamis. Les femmes, elles portent un uniforme salafiste, on connaît, c'est le long voile le djilbab que j'ai porté, ou le voile intégral que portent les femmes en Arabie Saoudite. Mais les frères musulmans, c'est plutôt l'islam moderne, l'islam occidental. Donc, ils vont se fondre dans les sociétés, ils vont porter des costumes avec des cravates, ils vont se raser la barbe, ils vont bon chic, bon genre, ils vont bien se présenter. Mais ils sont aussi dangereux parce que eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est ça, c'est la loi islamique. Le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Et alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, au départ, je ne savais pas... Vous avez été séduit par le costume cravate? À l'université, ce sont les jeunes filles françaises converties à l'islam qui m'ont fait connaître Tariq Ramadan, qui m'ont emmené au Bourget, le salon de l'UOIF, où j'ai écouté les discours de Tariq Ramadan. C'était la première fois de ma vie que je voyais, que j'entendais parler de ce monsieur, qui écrivait des livres sur le voile. Ces jeunes filles m'avaient prêté des livres, justement, de Tariq Ramadan. Il faisait des conférences sur le voile et surtout une chanson qui m'a marquée, qui m'a poussée à porter le voile. C'est une chanson de Tariq Ramadan où on entend la voix de Tariq Ramadan dire à la jeune fille qu'il faut qu'elle porte le voile. Et cette chanson m'a marquée. C'est une chanson où on raconte l'histoire d'une jeune fille qui porte le voile et à cause de ce voile, elle est rejetée par la société, elle est rejetée par sa famille, elle est frappée.
parce qu'elle veut plaire à Dieu et qu'elle est rejetée. Donc Tariq Ramadan m'a marqué quelque part et m'a, entre guillemets, un peu poussé aussi à porter le voile. Finalement, quand j'ai épousé ce salafiste, il a jeté à la poubelle mes livres de Tariq Ramadan. Il ne voulait pas entendre parler des frères musulmans et de Tariq Ramadan. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Je ne savais pas encore ce que c'était. Il y avait un rejet, en tout cas, complètement. Des frères musulmans. Et donc, quand j'ai divorcé, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être toujours musulmane. Je veux être une bonne musulmane et le meilleur moyen, c'est de suivre les frères musulmans qui nous prônent l'islam à la française. Une jeune fille peut porter des vestes de tailleur, des petits voiles. Tariq Ramadan, c'était mon guide spirituel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu peut-être retourner à ce qu'on m'avait interdit quand j'étais salafiste, à ce que mon ex-mari m'a interdit, c'est-à-dire Tariq Ramadan, les frères musulmans, l'islam à la française. Et quand, en 2009, j'ai perdu la garde de mes enfants, je suis tombée en dépression. J'étais très seule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Tariq Ramadan parce que je ne pouvais plus faire mes prières à l'heure, je devais travailler et je devais retirer mon voile. Donc, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il m'a répondu. Donc, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, mais est-ce que... Je lui ai expliqué ma situation, le fait que j'avais perdu la garde de mes enfants, que j'étais déprimée, que je pleurais tout le temps, que je pouvais plus faire mes prières à l'heure, que je pouvais plus porter le voile parce que j'étais contrainte de trouver du travail pour retrouver mes enfants. Et lui m'a répondu aux questions. Il m'a dit, je conseille que vous retirez le voile quand vous travaillez, mais vous reportez le voile en sortant du travail. Donc moi, j'étais assez contente. Je ne l'ai pas recontacté puisqu'il avait répondu à mes questions. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que je retrouve la garde de mes enfants et moi, je poste une photo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sans le voile, parce que je venais de retirer le voile pour pouvoir faire ma formation de greffière. D'accord. Et c'est lui qui me contacte par rapport à cette photo. Un an plus tard, un peu 2 ans plus tard. Il me contacte en 2012. D'accord. Donc moi, je l'avais contacté en 2010. J'avais pas mes enfants, j'étais en dépression, je me suis confiée à lui, donc j'étais fragile. Et vous le voyez. Enfin, et là, il me contacte en 2012 pour me faire une leçon de morale en me disant c'est pas bien, vous devez retirer votre photo sans le voile, vous commettez des péchés. J'avais honte à ce moment-là et je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas être Tariq Ramadan. Et il a prouvé que c'était lui puisqu'il m'a proposé une caméra, de se montrer en caméra devant moi et il m'a dit je vais vous prouver que je suis vraiment le vrai Tariq Ramadan. Et là, j'étais stupéfaite. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment, quelque part, c'était mon idole. C'était mon guide spirituel. C'était pour moi le modèle que je devais suivre. Et donc, quand il m'a proposé un rendez-vous, alors là, j'étais aux anges. Je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir rencontrer mon idole. Je vais pouvoir enfin lui poser toutes mes questions sur l'islam. Et j'y suis allée. Et malheureusement pour moi, mon rêve s'est transformé en cauchemar, puisque cette nuit-là, ça a été la pire nuit de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Et il m'a fait subir un viol, en fait. Voilà. C'était ce soir-là où il vous a amené à l'hôtel, etc. Voilà. Au dernier moment, il m'a proposé de monter dans la chambre. En fait, moi, je pensais qu'on irait boire un verre dans un café, peut-être même éventuellement dîner au restaurant, parce que j'étais assez heureuse de ce rendez-vous. Et finalement, dans le texte, il m'a dit... Tu vas monter parce qu'on va être dérangé par mes fans. Je préfère qu'on se voit dans ma chambre dans un cadre plus intime et personnel pour pas être dérangé. Et puis moi, j'y suis allée les yeux fermés parce que j'avais totale confiance en Tariq Ramadan. Pour moi, c'est comme un prophète, un messager. Pour moi, c'était vraiment le guide spirituel de notre époque, mon modèle. Et je m'attendais pas à ce que j'ai vécu. Je m'y attendais pas. Donc ça a été une gifle monumentale parce que je suis retombée de haut, quoi. Je m'y attendais pas, en fait. Oui, mais et ça m'a fait vraiment mal. Alors, on va pas discuter des versions, etc. Mais un Dayari, vous l'avez revu quand même? Non, jamais. Vous l'avez jamais revu? Ah, jamais. Il m'a proposé, mais j'avais pas envie. C'est moi qui a refusé. D'ailleurs, j'ai toutes les preuves. Je pensais que vous aviez mais jamais. Je l'ai vu une fois dans ma vie. J'ai subi ce qui m'a fait subir. J'ai subi une nuit traumatisante. J'ai gardé le secret parce que j'avais honte. J'ai culpabilisé, j'ai gardé le secret pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait l'affaire Weinstein, il y a la vague de libération de la parole des femmes, MeToo. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que tu parles. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Donc fais-le, dis-le, quoi qu'il arrive, au moins tu vas pas mourir avec ce secret. Parce que c'est terrible, c'est de garder ça en soi. Je le voyais à la télé prêcher la bonne parole, je le voyais faire des conférences, je le voyais. Et moi, je connaissais sa vraie face et je me suis dit, mais il doit le faire à d'autres, c'est obligé. Il doit faire ça à d'autres femmes, ce que j'ai vécu. Donc, je dois parler pour empêcher ça, pour arrêter ça et surtout pour
pour me réparer quelque part. C'était pour moi que j'ai fait ça. Vous avez fait, et puis avec d'autres, des procès, mais vous avez été débouté. On n'a pas fait des procès. On n'a pas eu de procès encore. On n'a pas eu de procès encore. Pas du tout. En fait, ça fait 8 ans que j'attends mon procès. Oui, ça fait des années, mais pas seulement vous. Il y a eu plusieurs personnes parce qu'il a tout mis en œuvre, justement, pour empêcher le procès. Il a fait toutes les procédures possibles et inimaginables. Il y a eu des enquêtes. Comme il y a plusieurs victimes, il y a des victimes qui ont retiré leur plainte parce qu'elles ont été menacées. On a toutes été menacées. J'ai vécu un véritable cauchemar depuis que j'ai déposé plainte. J'ai été persécutée, harcelée, menacée de mort. On m'a suivie jusqu'à chez moi. J'ai été cambriolée. J'ai été harcelée, mais avec une violence inouïe. Donc, ça a été très dur jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est entre parenthèses parce que j'attends le procès pour pouvoir enfin tourner la page. Mais alors, donc, vous avez porté plainte. Oui, j'ai porté plainte en 2017. Oui. Et depuis 2017, il y a eu des enquêtes. Ça a été très long. Il a tout mis en œuvre pour empêcher la tenue d'un procès et nous avons gagné en cassation le droit d'avoir un procès. C'est-à-dire qu'enfin, nous allons avoir un procès en mars 2026. Nous sommes 3 plaignantes. Donc il va avoir lieu. Il y aura un procès en début mars 2026. Il faut savoir aussi qu'il a été condamné en septembre-octobre en Suisse pour viol. Donc il est officiellement un violeur. Il a été condamné pour le viol d'une femme suisse qui a déposé plainte après moi. Donc il est officiellement condamné pour viol. Donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias français, mais c'est symbolique parce qu'aujourd'hui on peut dire que on peut dire qu'il a violé puisqu'il est condamné par la justice suisse. Et il ne peut plus poursuivre en justice des personnes qui disent que c'est un violeur, puisqu'il l'a fait, il a poursuivi en justice des personnes qui ont dit que c'était un violeur. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, quelque part, c'est déjà une victoire, parce que cette femme, elle a pu, entre guillemets, se réparer à travers ce procès, obtenir gain de cause, et nous espérons, nous aussi, les autres plaignantes, pouvoir obtenir gain de cause. Nous sommes 3 parce qu'il y en a qui ont retiré leur plainte parce qu'elles ont eu, elles ont eu des menaces. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur aussi de porter plainte. Donc voilà, donc pour moi, ça a été... Ce moment de ma vie a été très dur, mais quelque part, il a peut-être aussi permis de sauver d'autres femmes de ce serial. Moi, j'appelle ça... c'est quelqu'un qui est dangereux, quoi. C'est... Et alors justement, ça a laissé évidemment des traces, ce n'est pas fini, etc. Et on en a beaucoup évidemment parlé. Vous avez été au centre de l'actualité là-dessus. Et je dirais aujourd'hui, on va parler de votre dernière démarche qui est passionnante, qui va commencer, les Patriotes de la diversité. On va en parler. Justement, les Patriotes de la diversité, récemment, et je crois que faut en parler aussi, que quelle est votre position, justement, par rapport à tout ça? On parle de l'islamisme et de ceux qui disent, oui, mais attendez, entre islam et islamisme, il y a l'épaisseur d'un papier de cigarette, c'est un peu la même chose, et c'est l'islamisme dormant, etc. Et vous avez eu récemment une polémique, notamment avec les mésis, mais peu importe. Je veux dire, on dira, attendez, et j'ai lu ce que vous aviez écrit là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, vous dites, attendez, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, ne faites pas généralisation. Vous vous sentez toujours musulmane, vous, Enda Yari. Aujourd'hui, alors on parle. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, depuis plusieurs années, je mène un combat contre l'islamisme, ouvertement, publiquement. Je défends les droits des femmes, en particulier des femmes qui ont été victimes de l'islamisme, grâce aussi à l'association que j'ai fondée, Libératrice. J'ai fondé cette association en 2015 pour pouvoir accompagner les femmes. Les attentats, ça, ouais. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir avoir ce que moi, j'aurais voulu trouver. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu beaucoup de difficultés pour sortir de la dérive islamiste. J'ai pas trouvé d'association, j'ai pas trouvé de soutien. Et j'aurais voulu contacter, avoir une association qui m'aide et qui m'accompagne. Il n'y en avait pas. J'avais contacté plusieurs associations et effectivement, il n'y avait pas d'association qui permettait d'aider des femmes qui ont été victimes de l'islamisme. Et pardon, j'ai une question quand même. Est-ce que dans tous ces combats, puisque vous avez été à la télévision plusieurs fois, vous avez écrit 2 livres, les féministes en général vous ont aidé, vous ont contacté, ou vous avez contacté du mouvement féministe général, pas spécialement islam, ou pas? Alors, en fait, vous avez eu des soutiens là ou pas? Ce qui s'est passé, c'est que
suite à ma plainte, parce qu'au départ, c'est moi qui soutenais les femmes avec l'association Libératrice. J'étais très, très investie. J'ai aidé beaucoup de femmes à sortir. J'ai accompagné des femmes à se réinsérer dans la société, à retirer leur voile aussi. Certaines qui avaient peur de retirer le voile, donc je leur ai expliqué que le voile n'était pas obligatoire dans l'islam et qu'on pouvait très bien être une bonne musulmane sans pour autant porter le voile. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été extrêmement violent. Après la plainte contre Tariq Ramadan, là, ça a été extrêmement violent. Donc, j'avais besoin de soutien, effectivement. Et j'ai eu des associations, effectivement, des personnes d'associations féministes qui se sont manifestées, mais c'était surtout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas eu de vrai suivi. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé une association qui m'a vraiment accompagné, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan matériel ou financier. Donc ça a été le parcours du combattant, de pouvoir tenir le coup jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu tenir comme j'ai pu grâce à mon entourage, grâce à mes amis proches, grâce à des gens. Mais effectivement, j'ai été assez... c'est une forme de désillusion parce que moi je pensais vraiment qu'il y avait des choses et que ce serait beaucoup plus structuré, qu'il y aurait vraiment des vraies accompagnatrices dans ce combat-là, mais malheureusement c'est pas si simple. Je peux pas dire que on m'a pas soutenue, ce serait faux. Il y a des féministes, il y a des personnes qui m'ont tendu la main, heureusement, mais effectivement c'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors pour revenir à cela, parce que c'est la grande question, islamisme, islam politique, etc., et religion, on est en plein dedans, et tous les avis, effectivement, sont là et convergent, et c'est une des grandes discussions, c'est pas seulement une polémique, c'est plus que ça, c'est une querelle. Alors pour vous, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes musulmane, Andrea Yari? On m'a souvent posé la question depuis plusieurs années et c'est vrai que j'ai évité de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, je l'ai écrit, je le considère, je suis toujours musulmane. Je le revendique. Je me considère comme patriote, voilà, comme française issue de l'immigration, patriote et musulmane. Voilà. Et effectivement, moi, ce qui me dérange, pour en revenir à Némésis, je l'ai exprimé sur les réseaux sociaux parce que j'ai été gênée par des propos qu'a tenus Alice Cordier, la présidente de Némésis, où elle faisait un sorte d'amalgame entre islam et islamisme. Donc je lui ai répondu sur Twitter, sur X, en lui disant mais j'aimerais bien que vous ne fassiez pas cet amalgame parce que c'est contre-productif, c'est dangereux, puisque si vous considérez que l'islam c'est la même chose que l'islamisme, ça veut dire que vous considérez des musulmans comme des islamistes, et ça veut dire que moi je suis une islamiste, alors que je veux dire j'ai pris d'énormes risques. J'ai fait des sacrifices pour sortir de l'islamisme. Donc, s'il y a bien une personne qui n'est pas islamiste et qui combat l'islamisme, malgré tout, malgré les risques, parce que moi, je risque beaucoup. Faut pas dire que vous n'avez pas payé de votre personne. Exactement. Donc, je refuse aujourd'hui qu'on considère qu'on fasse cet amalgame entre islam et islamiste, entre islam et islamisme, ou entre musulmans égale islamiste, parce que moi, je suis musulmane et je ne suis pas islamiste. Je combats l'islamisme. Vous êtes croyante? C'est important. Et il y a beaucoup de musulmans comme moi qui combattent l'islamisme, qui sont contre l'islamisme. Et on les entend. Il faut le dire. Donc, est-ce que vous êtes croyante? Oui, je suis croyante. J'ai pris des distances avec la pratique de l'islam parce que aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin. Par contre, je considère que je suis de culture musulmane. Je sais qu'il y a des belles choses dans cette religion, comme dans toutes les religions monothéistes. Et moi, je prends tout ce qui est bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me fais ma propre idée de ma foi, de ma spiritualité. Je me rapproche plutôt du soufisme, qui est un courant, qui est, je crois, un des plus beaux courants de l'islam. Et je sais qu'il y a des très, très belles personnes, des personnes qui sont musulmanes, qui sont de très belles personnes. Et vous dites que vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à lancer une nouvelle association, parce que je trouve que c'est dommage que dans les médias, sur les réseaux sociaux, on parle toujours de ce qui est négatif, on parle toujours de la violence, on parle toujours de ce qui ne va pas. Je suis d'accord, bien sûr que l'islamisme, c'est un danger et un vrai poison pour notre société. Bien sûr qu'il prend de plus en plus de place et qu'effectivement, c'est inquiétant et qu'il faut le combattre, mais faisons-le intelligemment et ce n'est pas en allant vers des extrêmes, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois que les discours sont de plus
plus en plus dans les extrêmes, sont dangereux. Il y a une haine, on banalise des discours de haine. On essaye de diviser au lieu de rapprocher. Et moi, ce que je voudrais, c'est rapprocher. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte que nous, les Maghrébins, les personnes issues de l'immigration, nous avons les mêmes points communs qu'avec des Français de souche qui viennent de la campagne, qui ont peur tout autant que nous de l'islamisme. Et je pense qu'il faut fédérer et rassembler les forces. Alors, d'où ceci, Enda Ayari, là, vous nous avez apporté le badge. Les patriotes, non, on va le retrouver. Les patriotes, je le donne, les patriotes de la diversité. Alors, dites-moi, les patriotes de la diversité, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, ces deux mots étaient antagonistes, en tout cas, étaient considérés comme antagonistes. Vous dites, alors il y a deux mains qui se serrent, vous dites les patriotes, ça veut dire quoi? Est-ce que le mot patriote est aussi important que diversité et le mot diversité aussi important que patriote? Oui, en fait, ce mot, ce nom est venu tout seul, en fait, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, je me rendais compte que le terme patriote, c'était souvent connoté extrême droite. C'est-à-dire que moi-même, quand des fois je mettais le drapeau français, j'expliquais que que j'aimais beaucoup la France. Non, mais vous mettiez votre drapeau le 14 juillet, vous étiez considéré comme extrême droite. Exactement. Donc dès qu'on dit qu'on est patriote, qu'on défend les valeurs de la France, on est traité tout de suite. Moi-même, j'ai été insultée de sale vendu, de sale traître. Tu es patriote, ça veut dire que tu es arabe de service. Tu es patriote, tu es de l'extrême droite, tu es avec l'extrême droite. Et donc, il y a beaucoup de gens, moi j'ai reçu des messages en privé de musulmans qui m'ont dit que eux aussi aiment la France, mais qu'ils ont peur de s'exprimer parce qu'à chaque fois, c'est des attaques, c'est des critiques. Et c'est exactement la même chose quand on défend les Juifs. Moi, par exemple, je défends autant le peuple juif que les Palestiniens, que le peuple israélien. Et je suis pour le peuple, je suis contre la haine, contre la politique de Netanyahou, je suis contre le Hamas, mais je suis pour les deux peuples, je suis pour la paix. Et quand on ose défendre les Juifs en disant que le vrai musulman, c'est celui qui considère le Juif comme son frère, on est tout de suite insulté, menacé, on nous dit qu'on est des traîtres, qu'il faut absolument défendre uniquement les Palestiniens, il faut avoir la haine des Juifs, il faut être antisémite pour être un bon musulman. Et moi, je refuse ça, en fait. Le bon musulman, c'est celui qui considère son prochain comme son frère, que ce soit un juif ou un chrétien. Et les patriotes, c'est la même chose. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on dise qu'on est patriote et fier de l'être, sans être attaqué, sans être taxé de raciste, d'extrême droite. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, en fait, utiliser le terme patriote pour dire qu'on peut être fier d'être patriote, mais aussi issus de la diversité, parce que la diversité, c'est surtout utilisé par la gauche, l'extrême gauche, en fait, qui simplement utilise les personnes issues de l'immigration. Comme argument électoral, peut-être. Exactement, comme de la chair à voter, tout simplement. Ils victimisent, ils marginalisent les musulmans, les gens issus de l'immigration, en leur faisant croire que ce sont eux leurs sauveurs, mais c'est juste par intérêt électoraliste. Et le terme diversité, c'est pareil, il est utilisé par ces gens-là qui manipulent, en fait. Et donc, moi, j'ai voulu utiliser, donner ce nom à cette association qui s'appelle les Patriotes de la diversité, justement pour rassembler, pour fédérer toutes les personnes qui aiment la France et qui défendent ses valeurs. Et vous les lancez là ces jours-ci. Ça y est, ça a été. Nous avons communiqué depuis hier avec mon ami Ben le Patriote, qui est un influenceur qui est très apprécié sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est dit qu'on allait fédérer, plutôt que de continuer à parler et à faire des constats, qu'il fallait passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, la France en a besoin de tous ses enfants, sans exception, qu'ils soient blancs, black, blanc, beurre. Aujourd'hui, les patriotes de la diversité, c'est vraiment un message d'espoir. C'est intéressant parce que la France black, blanc, beurre, c'était un message de 1998 et il avait été presque enterré. Vous le reprenez, mais autrement. Au goût du jour, c'est ça. Et est-ce que l'idée, quand même, Enda, est éventuellement de devenir un mouvement et peut-être, pourquoi pas, un mouvement politique ?
Alors pour l'instant, on n'a pas cette prétention parce que nous, on est un mouvement citoyen. On est des gens, on a déjà une très très belle équipe autour de moi et Ben le Patriote. On a un ami qui s'appelle Guy Courtois, qui lui est français bien blanc, français de souche. Donc les Français blancs bien blancs ne doivent pas se sentir exclus. Ils ont le droit d'être là, ça va. Ils font partie de la diversité. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'ont dit, qui se sont sentis un peu exclus en disant maintenant vous avez fait un mouvement uniquement pour les gens de l'immigration, mais c'est faux. Nous incluons, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de aussi bien les Français de souche que les personnes d'origine africaine ou asiatique, puisque aujourd'hui on aimerait rassembler, parce qu'il y a aussi des Asiatiques, il faut pas les oublier. Il y a aussi des Africains, des personnes de couleur noire qui aujourd'hui sont pas des vrais patriotes, qui défendent les valeurs de la République. On a des pompiers, on a des policiers, des fonctionnaires, on a des gens qui consacrent leur vie déjà, vous avez, à la vous France. Beaucoup de gens qui. Enfin, oui, déjà, on a déjà beaucoup de sollicitations. Alors, on espère vraiment pouvoir mener des belles actions, notamment avoir des ambassadeurs dans chaque ville, des ambassadeurs des patriotes de la diversité qui montrent l'exemple, les réussites municipales. C'est en mars 2026. Pourquoi pas, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de donner une plus belle image des personnes qui sont issues de la diversité, justement, montrer qu'on est ensemble, qu'on est vraiment la communauté française, on est les patriotes et on est issus de la diversité. Et les Français, évidemment, les Français de souche sont inclus, on a besoin d'eux, on a besoin d'être ensemble. Parce que si c'est pas ça, ça va être encore exclusion et communautarisme. Exactement, c'est pas le but du tout. Au contraire, nous, notre but, c'est de rapprocher les forces vives, de rapprocher les patriotes, parce que on a l'impression que c'est devenu un tabou aujourd'hui de dire qu'on aime la France. C'est devenu un tabou de mettre le drapeau français. C'est devenu une honte, alors qu'en vérité, ça doit être une fierté. On est nombreux. En vérité, c'est juste que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on nous montre la violence, on nous montre toutes ces racailles, ces jeunes qui sont mal éduqués, qui font n'importe quoi, et c'est eux qui salissent l'image des personnes issues de l'immigration, des Maghrébins, des musulmans, des Africains. Mais ces gens-là, c'est pas la majorité. La majorité, ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui se réveillent chaque matin pour donner de leur temps pour faire avancer ce pays. Et on veut les voir, on veut les entendre, et on est là pour être à leur service. Voilà. Donc, si un Dayari un jour remettait un voile, ce serait un voile tricolore. Je crois pas que je remettrai le voile de sitôt, mais non. Je le porterai dans la main et avec une grande fierté. Mais vous savez, je rappelle quand même à tous ces mots de Romain Gary qui sont des mots admirables. Il disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France tout entière qui coule dans mes veines. » Je crois qu'on peut dire ça d'un certain nombre de gens. Et Français de souche, diversité, ce qui compte, c'est le patriote. Ce sont les souverains. Voilà. Exactement. Merci Ndayari. Merci beaucoup André.